4 heures du matin, le 16 septembre 2025, la frontière respire à peine. 57 camions sans phare, étiquetés comme porteurs d'aide, cachaient un arsenal évalué à 700 millions de dollars, assez pour fracturer une nation. Que signifie pour vous l'intervention d'Ibrahim Traoré à cet instant? Quand la souveraineté remplace la surprise, ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse la simple interception d'un convoi, car derrière ces 57 camions se cachait le choix entre la dépendance et la dignité. Le moment où une nation décide d'être le sujet, non l'objet de son histoire. En révélant le réseau de fausses aides humanitaires, Ibrahim Traoré a promis plus qu'une victoire tactique. Il a promis une souveraineté prouvée par les actes, non par les discours. La valeur de 700 millions de dollars n'était pas seulement un chiffre, mais le miroir d'un continent pillé, contraint d'acheter sa propre sécurité. Chaque caisse d'armes saisie équivalait au budget d'une école rurale, d'un dispensaire, d'une route de village, la mesure crue du troc entre la paix et le profit. Le président savait que ce geste coûterait cher. Sanctions, pression, isolement. Mais dans cette confrontation, il y voyait une opportunité. Prouver qu'un petit État peut imposer un grand principe. Et si, cette fois, la survie devenait enfin le synonyme de la liberté? À Canaries, à la frontière avec le Togo, 57 camions chargés d'un arsenal capable de déstabiliser une région entière furent arrêtés. Ce qui semblait n'être qu'une simple inspection routière s'est révélé être l'opération la plus méthodique de l'histoire sécuritaire du Burkina Faso. Dès 4 heures du matin, les drones de surveillance guidaient les unités d'élite, les hélicoptères coupaient la brume et les troupes formaient un cordon de silence. Les papiers disaient nourriture et médicaments, mais les caisses, elles, racontaient une autre vérité. Fusils d'assaut, roquettes, explosifs, munitions. L'enquête allait dévoiler que les armes provenaient de dépôts libyens, de circuits yéménites et même d'usines affiliées chez AO à des membres de l'OTAN. Le camouflage était parfait. Plaques temporaires, ONG fictives, manifestes truqués, un manuel complet de guerre économique. Dans la salle de commandement, Ibrahim Traoré suivait les transmissions en direct. Chaque conteneur ouvert confirmait une évidence. Les nouvelles guerres d'Afrique ne s'annoncent plus par des déclarations, mais par des livraisons. Dans un pays dont le PIB annuel peine à dépasser 14 milliards USD, intercepter 700 millions d'armes illégales, c'était comme empêcher la ruine d'une génération entière. À midi, le président recevait le rapport complet. 25 000 AK-47, 10 000 M16, 13 millions de cartouches, 70 000 grenades, 2 500 lance-roquettes, 400 missiles solaires et 50 tonnes d'explosifs. Le calcul fut brutal. Cette cargaison représentait 6% de la richesse nationale ou l'équivalent de 3 hôpitaux, 200 écoles et 1500 kilomètres de routes rurales. Ce jour-là, le pouvoir d'un État se mesura non pas en taille d'armée, mais en capacité de dire non. Et pourtant, une question restait suspendue. Si ce convoi fut intercepté, combien d'autres continuent de traverser les routes invisibles du continent? Dans les heures qui suivirent la saisie, le pays entier retenait son souffle. Au centre des opérations, Ibrahim Traoré n'apparut pas en conquérant, mais en stratège calme, entouré de techniciens et d'officiers qui, pour la première fois, voyaient leur mission dépasser la simple défense du territoire. Ce n'était plus seulement une affaire militaire, c'était la preuve tangible qu'une nation pouvait déjouer un système conçu pour la maintenir dépendante. À Ouagadougou, les marchés ouvrirent tard, les écoles restèrent fermées, chacun comprenait que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Les familles de soldats reçurent des messages laconiques, mission accomplie. Mais derrière ces mots se dessinait une inquiétude. Quelles représailles allaient suivre? Dans les jours qui suivirent, la population découvrit les images, les camions alignés, les armes étiquetées secours, les visages fatigués des soldats. Sur les réseaux sociaux, une phrase circulait. Le mensonge a changé de logo. Des vidéos de soutien affluaient du Mali, du Niger et même du Ghana. Le geste burkinabé devenait un signal continental. Les analystes, eux, voyèrent plus loin. Un point de bascule dans l'équilibre des alliances, un rappel que la souveraineté n'est pas un slogan mais une posture. Pour la première fois depuis des décennies, l'Afrique n'attendait plus qu'on parle en son nom. Et au cœur de cette effervescence, un sentiment naissait. La peur cédait la place à la lucidité.
La véritable victoire n'était pas d'avoir saisi les armes, mais d'avoir révélé le mécanisme, car désormais, chaque cargaison, chaque contrat d'aide serait observé à la lumière de cette nuit. Tout commença avant l'aube, quand le commandement spécial reçut un message codé. Convoi suspect détecté à 14 km de Canaries. Les véhicules s'avançaient lentement, phares éteints, suivant une route secondaire que peu de civils connaissaient. À 4 heures précises, les unités burkinabées bloquèrent les accès nord et sud. La manœuvre fut rapide, presque chirurgicale. Les soldats encerclèrent les camions tandis que des drones illuminaient la scène d'une lueur spectrale. En quelques minutes, 57 chauffeurs furent appréhendés, la plupart sans résistance. Certains dirent qu'ils transportaient des vivres, d'autres prétendirent ignorer le contenu exact. Mais à mesure que les containers s'ouvraient, la fiction se décomposait. Le premier choc fut visuel, des caisses d'AK-47 alignées comme des briques d'usine. Le deuxième, moral, les logos d'ONG bien connus collés sur les emballages d'armes. Les inspecteurs comprirent aussitôt que ce n'était pas du trafic ordinaire, mais une architecture planifiée, pensée pour passer sous les radars douaniers grâce à des licences humanitaires temporaires. À l'état-major, Ibrahim Traoré suivait chaque transmission. Lorsqu'un officier confirma la présence de missiles solaires, il se leva et donna un ordre simple. Verrouillez tout, aucun camion ne repartira. Dans la pièce, personne ne parla. Chacun savait que ce moment redéfinissait la ligne rouge du pays. Au lever du jour, les images envahirent les réseaux locaux. 57 camions immobilisés, les drapeaux du Burkina flottant au-dessus d'une mer de métal. Le ministère de la Défense annonça une opération de protection nationale, tandis que les chancelleries étrangères demandaient des explications. À midi, le gouvernement confirma la saisie d'armes d'une valeur estimée à 700 millions USD, un montant suffisant pour menacer non seulement le Burkina Faso, mais tout le Sahel. Les analystes parlèrent d'un moment Sankara du XXIe siècle. Le soir, la télévision nationale diffusa un court message. Nous avons empêché le chaos, pas seulement sur notre sol, mais dans la conscience africaine. Ce 16 septembre 2025 devint une date gravée dans l'histoire politique du continent. Car derrière la victoire militaire, un autre combat commençait, celui des récits. Les médias occidentaux évoquèrent une confusion logistique, minimisant l'affaire. Mais pour des millions d'Africains, le geste d'Ibrahim Traoré incarnait la rupture attendue, celle d'un continent qui cesse d'attendre la validation de ses actes. Entre la première alerte et la conférence de presse, moins de 24 heures s'étaient écoulées. 24 heures pour transformer une embuscade en manifeste, une frontière en symbole. Et dans cette accélération se trouvait déjà la promesse d'un tournant. Le moment où le Burkina Faso cessa de subir pour commencer à définir. Les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. 25 000 fusils AK-47, 10 000 M16, 13 millions de cartouches, 70 000 grenades, 2 500 lance-roquettes, 400 missiles solaires et 50 tonnes d'explosifs. Chaque unité comptée, photographiée, scellée. Ce n'était pas une simple cargaison, c'était une infrastructure clandestine, un arsenal calibré pour la déstabilisation à grande échelle. Le rapport présenté au président Ibrahim Traoré fut sans appel. L'ensemble représentait près de 6% du PIB national, soit l'équivalent de la construction de 3 hôpitaux nationaux, 200 écoles et 1500 km de routes rurales. Le contraste entre ces chiffres et la promesse d'aide internationale frappa le pays comme une gifle. Comment un continent pouvait-il recevoir des dons d'éducation le jour et des armes la nuit ? Les économistes du gouvernement parlèrent d'un paradoxe structurel, là où la charité et le contrôle partagent les mêmes routes. Les enquêteurs découvrirent aussi la précision industrielle du réseau. Les plaques d'immatriculation des camions provenaient d'un pool de véhicules humanitaires enregistrés dans 3 pays voisins. Les factures étaient émises par une société écran basée à Dubaï, financée par un consortium bancaire européen. Chaque transfert avait été maquillé sous le label « Assistance logistique régionale » et chaque cargaison bénéficiait d'une assurance financée par une agence multilatérale. Ce n'était pas un hasard, c'était un modèle économique, où la guerre devient un service, la dépendance un produit dérivé. À la télévision nationale, les experts comparèrent le scandale à un Panama Papers de la guerre africaine.
Les opposants politiques, d'abord sceptiques, se turent face à la masse de preuves. Même les plus critiques admettaient que l'opération marquait une inflexion stratégique. Désormais, la souveraineté se mesurait à la capacité d'enquêter sur soi-même. Traoré insista sur ce point. Nous ne dénonçons pas pour accuser, mais pour comprendre. Car comprendre, c'est déjà se libérer. Au-delà des chiffres, le symbole frappa les esprits. 700 millions USD d'armes saisies, c'était aussi 700 millions USD d'influence stoppée nette. Chaque fusil confisqué représentait une voix que l'on rendait à un peuple, chaque missile saisi, une route vers la paix. Mais les analystes avertissaient, si cette livraison avait pu exister, c'est que d'autres circulaient encore, plus discrètes, plus politiques. Et la véritable bataille, désormais, ne se jouerait plus dans le désert, mais dans les circuits financiers, les conseils d'administration et les discours. Ainsi naquit une certitude. Dans le monde contemporain, la souveraineté d'un État ne dépend plus de la taille de son armée, mais de la transparence de ses chiffres. Et ces chiffres, Ibrahim Traoré venait de les retourner contre le système qui les avait produits. Dans les jours qui suivirent, certaines voix étrangères affirmèrent que le Burkina Faso exagérait, voire instrumentalisait l'affaire pour nourrir un récit nationaliste. Les chancelleries de Paris et de Washington parlèrent de malentendus logistiques. D'autres évoquèrent une erreur d'étiquetage dans les circuits d'aide. Mais ces explications, bien que diplomatiques, se heurtaient à une évidence. Trop de coïncidences pour une simple erreur. Les experts burkinabés ripostèrent par des faits. Les numéros de série effacés, les licences humanitaires temporaires, les factures circulant par des paradis fiscaux, tout désignait un mécanisme conscient, pas une maladresse. Un ancien inspecteur douanier témoigna anonymement « Ce type d'opération demande des autorisations signées au plus haut niveau. Rien ne passe sans un feu vert international. » Ce témoignage, relayé par plusieurs chaînes africaines, provoqua un basculement d'opinion publique. Ibrahim Traoré, face aux critiques, ne chercha pas à polémiquer. Lors d'une allocution télévisée, il déclara simplement « Si nos chiffres dérangent, c'est qu'ils révèlent plus qu'un trafic. Ils révèlent une habitude. » Cette phrase devint virale. Les partisans du président y virent une synthèse de la lutte post-coloniale moderne, dévoiler l'économie cachée de la dépendance. Même certains intellectuels européens reconnurent la portée du geste. Le scandale n'est pas qu'il y ait des armes, mais qu'on ait cru que personne ne les verrait. La confrontation des récits prit alors une tournure plus large. Médias, think tanks, universités, tout le monde débattait de la frontière entre aide et influence. Ce qui, au départ, semblait un incident de sécurité, devint un miroir global, celui d'un système où la morale et le marché se confondent. Et au centre de cette bataille des mots, le Burkina Faso tenait toujours la ligne, refusant de s'excuser d'avoir vu clair. 9 jours après l'interception, la vérité éclata. Ce convoi n'était qu'une pièce d'un plan global. Un nom surgit des documents saisis. Opération Restauration de la démocratie. Programme secret évalué à 700 millions USD, conçu non pas à Ouagadougou, mais dans les bureaux feutrés de Paris et de Washington. Son objectif ? Créer un chaos contrôlé, déclencher des manifestations orchestrées, infiltrer les structures militaires, puis installer un régime docile sous le vernis du pluralisme. Au centre du dispositif financier, des ONG de façade, des comptes offshore et un entrepreneur burkinabé célébré pour sa philanthropie, François Bongo, devenu soudain le visage d'une conspiration économique. Les enquêteurs retrouvèrent des transferts vers 23 entrepôts à Ouagadougou, contenant le même type d'armes que celles interceptées à la ligne Saté à la frontière. Le lien était désormais indiscutable. L'aide internationale servait à financer sa propre subversion. Devant cette révélation, Ibrahim Traoré comprit que le champ de bataille avait changé. L'ennemi n'était plus à la frontière, mais dans les bilans comptables. Et dans ce monde, la corruption n'a pas d'uniforme, elle porte des logos. Le lendemain de la révélation, le monde diplomatique entra en ébullition. 3 ambassades occidentales exigèrent la libération immédiate des coopérants arrêtés dans l'affaire, évoquant des violations du droit international. Derrière ces formules feutrées, tout le monde comprenait. La pression commençait. Les marchés suspendirent leurs aides, les partenaires menaçaient de sanctions, les chaînes d'information parlaient de tournants autoritaires à Ouagadougou. Mais sur le continent,
le récit était tout autre, celui d'un peuple debout, enfin maître de son destin. En l'espace d'une semaine, la popularité d'Ibrahim Traoré dépassa 80%. Les capitales voisines, Mali et Niger en tête, saluèrent un acte de résistance africaine. La coalition AES, Alliance des États du Sahel, se consolida. Un pacte de sécurité et de développement de 3,2 milliards USD fut signé pour mutualiser la défense et les technologies. L'unité, souvent théorique, prenait soudain corps. Le gel des aides extérieures fut compensé par un effet paradoxal. La flambée du prix de l'or, principale exportation du pays, rapporta plus de 120 millions USD supplémentaires en 3 semaines. Les analystes parlèrent d'une économie de la résistance, l'indépendance politique produisant, pour une fois, un dividende financier. Les pays de la CEDEAO, d'abord prudents, commencèrent à reconsidérer leur dépendance structurelle. Le discours de Traoré, diffusé en direct, atteignit 60 millions de vues en 48 heures, devenant la vidéo politique la plus partagée du continent. Son message « Nous ne dormons pas, nous sommes éveillés » résonna de Dakar à Nairobi. Des étudiants, des syndicalistes, des artistes reprirent la phrase comme un cri d'identité. Face à cette ferveur, les campagnes de désinformation orchestrées depuis l'étranger perdirent de leur efficacité. À Ouagadougou, les gens déposèrent des fleurs devant les armes saisies, transformées en monuments provisoires. Les anciens voyaient dans ce geste la revanche d'une génération sur l'histoire. Le métal de la domination devenait métal de mémoire. Dans les écoles, les enfants apprenaient la date du 16 septembre comme le jour où le pays a dit non. À mesure que les semaines passaient, le pays entra dans une zone d'incertitude contrôlée. Les diplomates parlaient d'un moment charnière, les économistes d'un risque calculé, et le peuple, lui, d'un simple mot, attente. Car après la tempête vient toujours la question du lendemain. Le Burkina Faso pourrait poursuivre sa voie souveraine, resserrant son alliance avec le Mali et le Niger, tout en élargissant ses partenariats vers la Russie, la Chine et la Turquie. Les sanctions occidentales se durciraient, mais l'économie s'adapterait. Troc régional, exploitation directe de l'or, diversification agricole. La croissance stagnerait à 1,8%, mais la stabilité politique renforcerait la confiance intérieure. Ce scénario reposerait sur une discipline budgétaire stricte et une cohésion sociale continue. Ou bien, l'exemple burkinabé déclencherait une dynamique panafricaine. Plusieurs États réclameraient un audit complet des circuits d'aide internationale et lanceraient des plateformes régionales d'investissement souverains. Les flux commerciaux intra-africains augmenteraient de 27% et une zone de libre-échange de défense verrait le jour. Traoré deviendrait un symbole continental, tandis que la jeunesse africaine transformerait la colère en innovation. L'Afrique cesserait enfin de subir la mondialisation, elle commencerait à la modeler. Mais il existe aussi un risque. Sous la pression combinée de la dette, des campagnes médiatiques hostiles et des crises internes, le pays pourrait s'épuiser. Les partenaires étrangers reprendraient la main sous couvert de stabilisation démocratique. Une partie des élites se rallierait à l'ancien modèle d'assistance et la fenêtre d'indépendance se refermerait. Dans ce cas, le 16 septembre ne serait plus qu'un symbole, non une transformation. Mais Ibrahim Traoré le sait, aucun scénario n'est figé. L'histoire dépend moins des chiffres que du courage de ceux qui les écrivent. Et la vraie question demeure, combien de nations oseront transformer leur crise en méthode ? Dans les villages, on racontait cette histoire comme une fable moderne. Un président jeune, sans appui étranger, qui avait arrêté la main invisible. Les radios communautaires diffusaient son discours chaque matin, entre deux bulletins agricoles. Le message passait au-delà des mots. La dignité n'est pas un luxe, c'est une défense. Dans les écoles, les enseignants demandaient aux élèves ce qu'ils feraient des armes saisies. Un enfant répondit « On pourrait les fondre pour fabriquer des cloches d'école ». Cette phrase, simple et pure, fut reprise par les médias comme un symbole d'avenir. Dans les marchés, les maires citaient Ibrahim Traoré comme on cite un proverbe. Celui qui protège ses routes protège son âme. L'émotion dépassait la politique. Les anciens disaient qu'ils n'avaient jamais vu un chef parler sans lire ses notes, ni attendre qu'on lui dicte ses mots. Les artistes prirent le relais. Des peintures, des chansons, des documentaires surgirent, célébrant la nuit du 16 septembre comme la naissance d'un courage collectif.
Même au-delà du Sahel, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Sénégal, des collectifs étudièrent le modèle burkinabé de transparence populaire, car le message dépassait le cadre national. Il s'agissait de rendre la souveraineté contagieuse. L'histoire avait commencé par une saisie, elle devenait un langage. Et dans ce langage, chaque Burkinabé trouvait sa place, sa phrase, son espoir. Ibrahim Traoré savait qu'une victoire sans plan devient vite un souvenir. Une agence nationale de traçabilité des flux d'aide fut créée, chargée d'auditer chaque conteneur entrant sur le territoire, avec l'objectif de 0% de cargaison non vérifiée d'ici 12 mois. Les 700 millions USD d'armes saisies devaient être recyclés en infrastructures, 480 salles de classe et 35 centres de santé, sous le projet public intitulé Du métal à la mémoire. Les partenariats Sud-Sud furent renforcés avec le Mali, le Niger, l'Algérie et la Tanzanie, mutualisant les industries de défense et les universités techniques. Un comité panafricain devait mesurer chaque semestre l'indice de souveraineté économique. Un module intitulé Citoyenneté et souveraineté économique fut introduit dans les programmes scolaires pour enseigner aux jeunes la lecture critique des contrats et des promesses d'aide. Enfin, un réseau médiatique régional, Sahel 24, fut lancé avec un budget de 22 millions USD, financé par un fonds commun AES pour contrer les manipulations narratives. Cette stratégie reposait sur une idée simple, que la paix ne s'impose pas, elle se construit. Et cette construction parlait la langue des chiffres, mais aussi celle du courage. Sous un soleil lourd, la place de l'indépendance de Ouagadougou s'emplissait de visages, de chants et de silence. Au centre, un fourneau d'acier flamboyait. Les armes saisies fondaient une à une sous la chaleur. Ibrahim Traoré s'avança, prit un fusil et le déposa dans la fournaise. De ce métal naîtront des cloches d'école, déclara-t-il. Une explosion de cris, de larmes et d'applaudissements retentit. L'arme d'hier devenait promesse d'avenir. Le métal fondu fut versé dans un moule immense. Une cloche de bronze, symbole de paix. Lorsqu'elle sonna pour la première fois, le bruit résonna jusque dans les collines. Clair, grave, libérateur. Les anciens pleurèrent, les enfants riaient, les soldats gardaient le silence. Chacun comprit que ce geste n'effaçait pas la guerre, mais redéfinissait la victoire. Le président leva les yeux vers le ciel. Nous avons choisi de forger notre futur, non de le craindre. Cette phrase, gravée sur la cloche, devint un serment collectif. Le courage avait changé de forme. Il battait désormais au rythme d'un métal pacifié. Le lendemain, la cloche fondue de Ouagadougou sonna de nouveau, non pour célébrer, mais pour rappeler. Chaque tintement portait une promesse, celle d'un continent qui ne se laisserait plus guider par la peur. Les journaux titraient « L'Afrique s'éveille et elle parle sa propre langue ». Ibrahim Traoré ne prononça pas de discours triomphal. Il se contenta d'une phrase simple, adressée aux jeunes. « Ce que nous avons commencé ne doit pas devenir une légende, mais une habitude. » La foule répondit par un chant. « Nous sommes éveillés. » Dans les semaines suivantes, des écoles, des cliniques et des routes construites avec le métal recyclé s'élevèrent à travers le pays. Chaque cloche d'école portait une inscription « Née des cendres du mensonge ». Le bruit qu'elle faisait n'était pas celui d'une victoire, mais celui d'un commencement. Et tandis que le monde observait, un message traversa les frontières. L'indépendance n'est pas un drapeau, c'est un devoir quotidien. Alors, si vous croyez à ce réveil africain, partagez cette histoire, faites-la sonner encore.